accusation d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, un nouveau convoi convaincu que le gouvernement et plein de pédophiles se dirigent vers Ottawa pour paralyser la ville. Résurrection du troisième lien, François Legault réitère sa confiance en Geneviève Guilbeault et se fait critiquer par les oppositions. Le gouvernement canadien évalue l'option de divulguer le nom d'ex-soldats nazis qui se seraient réfugiés au Canada et panique autour des punaises de lit en France. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est ce nouveau convoi qui attire l'attention en ce moment. Puis par convoi, on entend encore une fois un mouvement de gens mécontents qui veulent se rendre dans le centre-ville d'Ottawa, sur la colline parlementaire, pour aller manifester. Cette fois-ci, on n'est plus dans la liberté, l'ouverture des frontières, la cessation du passeport vaccinal. On est plutôt dans un mouvement qui prétend vouloir sauver les enfants de la pédophilie internationale. Mouvement, évidemment, qui s'apparente à toutes les croyances complotistes de type QAnon, qui avance depuis longtemps que les gouvernements pédosatanistes, d'ailleurs, faut-il le reconnaître, feraient un trafic mondial d'enfants, dissimuleraient à la population en général des disparitions d'enfants par milliers, voire par millions, qui arriveraient tout autour du globe, mais qu'on cacherait à la population générale. Et là, c'est... Ce qui m'a toujours fasciné de cette thèse-là, moi, bon, tout est farfelu, mais c'est en admettant que tu dis, OK, on entre dans la discussion, là, je pars de votre hypothèse, c'est le silence des parents. Moi, j'avais 3 enfants, là, puis là, à un moment donné, il m'en resterait juste 2, mais Marie-Claude et moi, on dit rien. Oui. On n'appelle pas personne. On n'appelle pas la police, on n'appelle pas les médias, personne enquête, personne cherche, personne vérifie. Il manque un enfant, pas plus grave que ça. Ouais. Des milliers sur Terre, là, des parents comme ça qui disent, bon, qu'est-ce que tu veux, il nous manque un enfant, c'est des choses qui arrivent, pas un mot sur la game. Mais ça fait partie des croyances, pourtant, croyons-le ou non, je sais. de ces gens-là, effectivement. Je réfléchissais à haute voix, sur mon étonnement. Puis je te comprends, puis je pense que c'est un étonnement qui est partagé par bien des gens. Mais pourtant, on prétend, du côté des manifestants, que le gouvernement Trudeau, que l'Organisation mondiale de la santé, que les Nations unies tentent de normaliser la pédophilie, se livrent à l'organisation d'enlèvement d'enfants pour les soumettre à un réseau mondial de pédophiles. Vous avez sûrement vu des manchettes dans les dernières années. Ça revient constamment, cette espèce de panique de la pédophilie. À un moment donné, il y avait une histoire qu'il y avait une pizzeria où tout ça prenait sa source. Le fameux comète ping-pong, alors que ça a créé le Pizzagate, qui est à l'origine presque là, de la théorie complotiste QAnon. On alléguait, entre autres, que la campagne d'Hillary Clinton, candidate à la présidence démocrate, organisait là, une espèce de trafic d'enfants en utilisant un langage codé qui prenait le langage des pizzerias, des pizzaiolos à ce moment-là. Alors, on parlerait d'extra fromage lorsqu'on voudrait un jeune garçon, par exemple. On parlait de sauce quand on voulait... écoute, c'était un langage complètement là, spécial qu'on, supposément, on aurait utilisé à ce moment-là. On rappelle qu'il y a un homme armé qui est débarqué dans cette pizzeria-là et qui a trouvé personne et aucun trafic. Il n'y avait même pas de sous-sol à cette pizzeria-là où on se disait que ça se passait. Ah oui, c'est vrai, ça se passait dans le sous-sol? Ah oui, puis il n'y avait pas de sous-sol. Il n'y avait pas de sous-sol. Ouais, c'est un détail, hein? Détail, mais on s'égare, Mario. Quand le gars s'en venait, là, ils ont enlevé le sous-sol. Oui, ils l'ont retiré. Ils ont su qu'un gars s'en venait vérifier, ils ont enlevé le sous-sol. Bétonné à la place au grand complet en moins d'une heure. Hey, Mario, ils sont assez forts pour ça, les élites mondiales. Là, hey. Tout ça pour dire, Mario, que c'est encore un peu de ces croyances-là qui se poursuivent et ces organisateurs-là veulent fermer Ottawa et sur les réseaux sociaux sont en train de voyager là, de ville en ville pour se rendre vers Ottawa, endroit où la police de la capitale fédérale se dit prête à n'importe quelle manifestation qui va arriver. On comprendra qu'après le fiasco du soi-disant convoi pour la liberté où la police a été là, dénoncée à grands cris pour pas avoir pris au sérieux la menace de ce qui s'en venait malgré des avertissements répétés des services de renseignement, des autres corps policiers dans le pays. Mais peuvent être beaucoup? Parce que la dernière fois, c'était quand même, il y avait toute la question de la vaccination des camionneurs. Là. Il s'est lié à ça. Il y a comme eu un amalgame avec d'autres types de manifestants. Puis il y en avait, je pense, de cette mouvance-là à travers. Mais il y avait une base. Mais là, est-ce que, juste sur cette base-là, est-ce que vraiment on va en avoir des centaines de personnes à... Ben là il devrait y avoir quand même un certain nombre de gens, Mario, qui veulent se déplacer pour ça. Parce qu'il y en a plus qu'on pense qui passent leur journurnée du matin au soir à lire des choses comme ça. Là. Oui, mais est-ce que ça va revenir à l'ampleur, comme tu le dis, là, des convois qui se dirigeaient vers Ottawa? Je pense vraiment pas. Là. On n'est pas dans le même c'était pas tant le nombre de personnes que le fait que c'était des camionneurs qui installaient des énormes camions qui prenaient chacun plusieurs pieds
pieds carrés sur la rue de centre-ville. Là. Et là, on veut y aller quand même à pied. Là. C'est ce qu'on a dit du côté des organisateurs. Et parmi les partisans et les organisateurs, il y a beaucoup des partisans du convoi, soi-disant pour la liberté en janvier 2022. Mais les mêmes individus aussi qui organisent ça sont impliqués, entre autres, dans les manifestations anti-LGBTQ+, qu'on a vues, anti-trans, un peu partout au pays. On tourne dans les mêmes mouvances, Mario, parce que pour plusieurs de ces personnes, le fait qu'on tente, au-delà du débat là, concret de l'identité de genre, à quel âge on devrait enseigner ça, où et quand, comment, mais pour certains, ça, c'est une démonstration du gouvernement d'essayer de normaliser la pédophilie. Là. Soi-disant qu'enseigner l'identité de genre mènerait vers la pédophilie éventuellement. Là. C'est ce qu'on allègue du côté de ces gens-là. Évidemment, c'est très faux, tout ça, mais quand même, ça fait partie des croyances et on suit ça de près du côté de la police d'Ottawa. Mais c'est quand même un peu, parce que tu nous mets souvent en garde, on rit des théories du complot, mais il y a quand même je pense qu'il y a là-dedans des honnêtes gens, là, tu sais, qui... Je pense qu'il y a des manipulateurs professionnels là, qui font de l'argent avec ça, juste par des clics sur les réseaux sociaux. Puis il y a des manipulateurs professionnels qui croient pas un mot de leur thèse. Mais je pense qu'il y a des gens qui se font embarquer, puis à un moment donné, complètement inconsciemment, ils se rendent plus compte que... qui passent 6 heures par jour à regarder les mêmes vidéos, puis Absolument. Puis c'est un peu comme des preachers. Ceux qui défendent ces thèses-là sont forts en gueule, excellents à raconter des histoires. Donc, tu peux les écouter. Là, une fois que tu es embarqué, c'est comme un bon preacher. Tu peux l'écouter 3 heures. C'est un processus de radicalisation qui ressemble beaucoup à celui qu'on trouve dans les sectes, Mario, puis près des gourous de sectes. Là. C'est très similaire, le processus d'endoctrinement, la manière dont on en vient à faire, par exemple, de la dissonance cognitive. Souvent, pour certaines personnes, là, de tout ce qui est vrai, tout ce qui vient d'une source officielle, on s'en méfie, on croit que c'est faux. Donc, tout ce qui est vrai devient faux, tout ce qui est faux devient vrai aussi. C'est quelque chose qui arrive souvent. Puis pour la plupart des gens, puis t'as raison, Mario, de le soulever, il y a beaucoup de gens qui se mêlent à ces mouvements-là, qui sont pas d'une violence, par exemple, comme Germain Lemay, dont je parlais il y a quelques instants, un peu plus tôt à l'émission. C'est des gens qui, sincèrement, croient en leur fort intérieur qu'il y a des enfants qui se font maltraiter, puis des enfants qui se font trafiquer. Ça les inquiète vraiment? Ça les inquiète réellement, puis c'est des gens qui veulent absolument faire leur part pour tenter de changer les choses et qui se font embarquer là-dedans parce que, Mario, c'est quoi? Derrière quoi? Est-ce qu'on peut tous se rallier quelque part? Mais qui est pour la pédophilie? Il n'y a pas de camp pour, contre. Là. C'est tout le monde veut sauver les enfants, tout le monde veut contrer tout ça. Alors là, tu dis que c'est des pédophiles et des satanistes combinés ensemble qui font ça. C'est le référent du mal absolu. Qui mène le monde. Qui mène le monde. Donc, le référent du mal absolu, si tu combats ça, toi, t'es vertueux. Ceux qui sont contre toi ne le sont pas. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Un peu moins de 24 heures après avoir ressuscité, littéralement, l'idée d'un 3e lien autoroutier entre Québec et Lévis, François Legault a dû défendre cette position hier qui semblait lancer un peu à l'emporte-pièce, là, avoir la réaction là, de son propre caucus et des autres qui l'ont tous appris un peu en même temps, a dû défendre tout ça et a dû réitérer aussi sa confiance totale et complète envers sa ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, parce que c'est elle qui a enterré le projet là, à l'origine. Ouais, mais je pense avec lui. Je pense qu'elle avait l'aval du Conseil des ministres et du premier ministre. Là. Oui, voilà, mais a dû quand même, là, devant les assauts répétés des oppositions qui s'en sont donnés à cœur joie, aujourd'hui, Mario, défendre cette nouvelle position devant les attaques répétées, là, non seulement, oui, des oppositions officielles à Québec, mais également des propos du député libéral fédéral Joel Lightbound aussi, qui est dans le même coin, qui a parlé d'un dîner de cons pour comparer là, la saga du 3e lien. Il y a également le ministre de l'Environnement fédéral, Stephen Guilbeault, qui a réaffirmé que le fédéral ne donnerait jamais un sou pour un nouveau projet autoroutier. Ça a débordé sur aujourd'hui, là, cette mini-crise lancée hier. Pour aucun projet autoroutier, il faudrait vérifier le fédéral. Pour de nouveaux projets autoroutiers. Ouais, parce qu'il y a des ponts en construction à travers le Canada. Oui. C'est ce qu'il dit, M. Guilbeault. Je ne rapporte que ses propos. Ouais. Moi, je pense que c'est surtout celui-là à cause du symbole politique qu'il est devenu, mais enfin, oui, continue. Oui. Mais voilà, donc on a dû se défendre, puis on se comprendrait que François Legault, en lançant ça hier, a dirigé un tout nouveau focus de l'actualité politique québécoise. Là, ça a changé du tac au tac. On parle presque plus de la partielle au final, puis plus de ce qui en résulte finalement, une décision de la Coalition Avenir Québec de consulter la population, c'est ce qu'on dit, sur un 3e lien, de ressusciter un projet. Ça va les suivre là, pour la prochaine semaine. Pour l'instant, c'est ridicule. C'est-à-dire que ça ajoute à une mauvaise semaine, une semaine qui avait commencé avec une défaite électorale cuisante, et là, ça rend l'affaire encore plus loufoque, là. Est-ce que, je me pose quand même la question, 24 heures après, est-ce qu'ils ont un plan derrière la tête? Genre, est-ce que
il pense revenir avec un projet moins coûteux. Là, oublions le gros tunnel, mais genre un pont, qu'on pourrait remettre au monde le projet, puis que là, il regrette de l'avoir enterré, il regrette d'avoir... Ils se rendent compte des dommages politiques que ça leur a causé. Dans lequel cas, là, François Legault, parce que là, on pourrait toujours dire, il aurait pu mieux le faire. Peut-être que François Legault a pu se dire, regarde, c'est tellement épouvantable de changer d'idée de même une fois, puis une autre fois, puis revenir en arrière, qu'il s'est dit, il n'y a pas de bonne façon de le faire. Fait que c'est comme un... On va tout faire la même semaine. C'est comme arracher une dent, là. T'sais, cette semaine, tout va mal, on a déjà perdu la semaine, une élection désastreuse. M'a passé ça de même. J'ai écouté le monde, puis là, on vient notre capot de bar, et qu'on se dit, regarde, de toute façon, cette semaine-là, le mettre un gros X dessus est perdu. Mais si on rouvre le dossier puis qu'on pense qu'on peut le ramener pour les gens de Québec d'une façon moins coûteuse, plus crédible, peut-être qu'on se dit que dans 1 an, dans 2 ans, on sera mieux positionné. Je sais pas, c'est la seule façon que je peux le comprendre. Ou sinon, mais c'est la panique la plus absolue dans la cabane. Là. C'est l'autre façon de le comprendre. Dans la foulée du scandale de l'ovation qui a été faite à un ancien soldat d'une unité nazie au Parlement, voilà que le gouvernement de Justin Trudeau se montre ouvert à l'idée de déclassifier peut-être des sections du rapport de la commission de 1986 qui avait été mise sur pied sous Brian Mulroney, la fameuse commission Deschênes, qui a publié un rapport dans lequel on contient d'une des moitiés du rapport qui a été gardée secrète depuis. Parce que c'est nominatif, c'est ça, c'est des noms. On nomme les noms des nazis qui auraient émigré au Canada depuis la Seconde Guerre mondiale, ou du moins d'anciens soldats nazis suspectés. Et là, c'est des demandes qui ont été faites par plusieurs organisations juives depuis déjà des mois, des années. Mario Bnei-Brit, entre autres, les Amis du Centre Simon Wiesenthal pour les études de l'Holocauste aussi, qui militent depuis un certain moment pour la divulgation complète de tout ça. C'est un plaidoyer qui revient, bien évidemment, après qu'on ait fait une ovation à Jaroslav Unka, l'ancien membre des Waffen-SS. Et là, le ministre Mark Miller de l'Immigration, depuis quelques jours, avait laissé flotter l'idée. Et là, c'est le premier ministre Justin Trudeau, en arrivant à la réunion du caucus libéral ce matin, qui a ramené le sujet en disant que les hauts fonctionnaires vont examiner la question, vont réouvrir des archives, vont fouiller tout ça et juger si oui ou non on peut publier ces noms-là. Mais ils avaient... faudrait que je relise tout, mais ils avaient dit quand même à l'époque que les vérifications individuelles qui avaient été faites laissaient croire que il n'y avait pas de crime de guerre qui avait été commis. C'est-à-dire qu'on pouvait reprocher à ces gens l'appartenance à une division nazie. De s'être enrôlé. C'est ça. Mais qu'on n'avait pas de preuve des actions individuelles. C'est-à-dire que... Et là, on s'accrochait au fait que dans le procès de Nuremberg, on avait dit qu'il y a des organisations, comme les SS, qui sont criminelles, mais qu'on ne peut pas individuellement. Il y a des gens qui ont été forcés d'embarquer dans les SS ou presque forcés. Là, tu n'avais pas vraiment le choix. Sinon, tu avais des travaux forcés ou tu avais d'autres. Donc, des gens qui avaient été embarqués de force. Et donc, on ne pouvait pas collectivement les traiter tous comme des criminels de guerre sur la base de leur appartenance. Il fallait donc prouver des actions individuelles. Et c'est toujours là-dessus qu'on s'est accroché au Canada pour dire qu'on n'était pas capable d'associer à ces individus-là, du point de vue individuel, des gestes précis qu'ils auraient commis faisant d'eux des criminels de guerre. Ouais. La ligne est mince, mais que sur la base de leur appartenance à une division SS, c'était pas assez. Puis je pense qu'ils étaient emprisonnés en Angleterre, au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, à ce moment-là, voulait s'en débarrasser, voulait les envoyer ailleurs, voulait pas les garder emprisonnés. Puis le Canada a accepté de les prendre parce qu'il y avait déjà une forte communauté ukrainienne, dont plusieurs... C'est compliqué, l'histoire. Dont plusieurs les considéraient comme des héros. Parce qu'ils s'étaient battus contre les Soviétiques. Donc, s'étaient-ils battus avec les SS ou contre les Soviétiques pour l'indépendance de l'Ukraine? Ça devient, disons, très délicat. Surtout que la plupart de ces gens-là, M. Unka, 98 ans, ça veut dire qu'il ne doit plus en rester beaucoup, là, de ces fameux nazis. Puis s'il a gardé ses secrets, entre toi et moi, s'il a gardé ses secrets pendant 78 ans ou 75 ans, d'après moi, tu peux aller l'interroger aujourd'hui, il te dira pas grand-chose. Ça se pourrait, Mario, dans tous les... C'est ça la complication. Maintenant, de rendre public les dossiers, c'est une demande de la communauté juive, c'est une transparence. Si on a dit la vérité à l'époque que personne n'avait individuellement commis des gestes, c'est ça. Si on a dit la vérité à l'époque, hein. Tout savoir en 24 minutes.
Des accusations, des arrestations ont été faites dans ce cas d'un jeune violemment frappé au visage près de son école à Saint-Bruno de Montarville. Des images qui ont été rendues publiques là, sur les réseaux sociaux et repartagées, beaucoup là, troublantes, dans lesquelles on voit un adolescent se faire frapper violemment au visage, là, à genoux, par un groupe d'élèves qui sont autour de lui. À coup de poing, à tour de bras, sans protection, parce qu'on a joué ça du côté des agresseurs comme une exécution, là, comme tu sais quand le groupe armé État islamique faisait mettre à genoux des gens. Dans ce cas-là, c'était pour leur couper la tête au couteau. Là, dans ce cas-ci, c'est pour le frapper en pleine face, mais à genoux, les bras dans le dos, là. Ouais, une espèce de mise en scène sordide. Et là, 4 des jeunes qui sont impliqués là-dedans auraient été arrêtés, là, selon les informations du service de police de l'agglomération de Longueuil. On parle de plusieurs accusations, là, voie de fait avec lésion, agression armée, séquestration aussi, Mario, là, qui tombe sur ces jeunes-là. Une histoire qui aurait commencé avec un accrochage dans un autobus. L'élève qui s'est fait frapper était accusé par d'autres d'avoir voulu enlever le hijab à une jeune femme musulmane, ce qui semble avoir été confirmé comme faux dans cette histoire-là. C'est-à-dire qu'il l'a jamais enlevé, il l'aurait accroché. Oui, puis ça aurait créé toute une controverse dans laquelle ce jeune homme-là de 4e secondaire se serait fait donc mettre à genoux et exécuter, entre gros guillemets, là, donner une sévère correction. Merci. Il retournait en classe, me semble-t-il qu'il a une blessure à mâchoire, perdu une dent, une autre dent qui est presque arrachée en ce moment. Et la police de Longueuil, après avoir vu les images, donc se sont mis à déclencher une enquête autour de ça et les arrestations en sont donc découlées. L'élève qui est agresseur, dans ce cas-ci, aurait 16 ans, suspendu par l'école pour l'instant, aurait des travaux là, envoyés à la maison pendant ce temps-là. Certain qu'on attendra de voir avoir plus de lumière sur cette histoire-là, mais les images sont absolument affreuses, puis on fait le tour du Québec aujourd'hui. Oui, mais j'ai hâte de voir parce que une des choses qui m'inquiète, dans des cas passés, on s'est retrouvé dans des situations où finalement, c'était la victime qui devait changer d'école. C'est-à-dire qu'il arrivait une affaire comme ça. Sur le coup, bon, la police s'en mêle, mais finalement, les tribunaux de la jeunesse, c'est très peu sévère. Puis là, on se dit, ben là, l'agresseur, lui, l'important, c'est qu'il faut qu'il continue d'aller à l'école. Puis les agresseurs, il faut qu'ils continuent d'aller à l'école. Fait que là, on leur donne une petite tape sur les doigts, puis on se préoccupe surtout de les retourner à l'école. Puis on va leur mettre des conditions, genre, t'as pas le droit de t'approcher, ou t'as pas le droit de te toucher ou de parler. Mais finalement, tout ça fait dans une dynamique de groupe, là. C'est la victime qui se retrouve en mauvaise posture, qui se retrouve avec l'agresseur dans l'école, et les parents de la victime, un mois après, décident, bon, mais la seule façon qu'il continue l'école, il faut déménager, il faut l'envoyer dans une autre école, il faut le changer d'école. C'est malheureusement ce qui arrive dans trop de cas. Par contre, la leçon ici, je pense qu'il y a des jeunes qui ont fait le saut, là, parce que ceux qui étaient juste à côté, qui avaient forcé le jeune à se mettre à genoux, mais qui n'avaient pas frappé, avaient l'air, eux, à se penser en dehors de ça, là. Mais non. Ils ont presque les mêmes accusations, sinon les mêmes accusations que celui qui a frappé. Alors, d'après moi, il doit en avoir une couple là, qui ont été surpris, là, qui ont découvert c'est quoi la loi. Là. Quand tu participes à un crime pleinement, tu participes aux accusations aussi. Et je pense qu'il y en a qui se disent, moi, c'est pas moi qui ai donné le coup, je suis pas concerné. Alors, il y en a certainement qui doivent être surpris, là. Les délais judiciaires se sont invités dans un autre dossier chaud, Mario, qui est très suivi déjà depuis un moment. Cette histoire-là du jeune homme schizophrène qui a tué 3 hommes au hasard à l'été 2022 dans la grande agglomération de Montréal, qui s'est lui-même fait abattre par la police par la suite. On sait qu'une enquête de la coroner Jeanne Kamel là, qui se poursuit pour faire la lumière sur cette histoire-là. Et ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que cet homme-là, lui, attendait un procès depuis près de 6 ans pour des violences dans un contexte conjugal. On parle là, quand même d'accusations de voie de fait avec lésion, agression sexuelle, menace de mort, tout ça dans un contexte conjugal. Ça faisait 6 ans qu'il attendait un procès au palais de justice de Laval, ce qui a poussé la coroner Jeanne Kamel à dire aujourd'hui combien de fois on peut faire ça, des remises jusqu'à ce que mort s'en suive, ou à un moment donné, quelqu'un se choque, ça n'a aucun sens. Donc, il vient mêler deux dossiers, vraiment, là, qui sont assez chauds dans l'actualité judiciaire, merci, ces temps-ci. Là, le suspect, donc, Abdullah Shaikh, lui, qui a vu sa cause reportée encore, alors que la procureure de la Couronne aujourd'hui est venue expliquer tout ce qui s'est passé. On parle maintenant là, d'une mauvaise date qui avait été donnée, date déjà comblée par erreur, procès reporté de 6 mois. Après ça, audience d'après, un des témoins avait la COVID. Et l'interprète français-anglais, pas présent. On reporte encore une fois. Ce qui fait que pendant 6 ans de temps, on a envoyé le dossier plus loin. Avoir traité ça plus tôt, est-ce que le jeune homme aurait pu se retrouver d'avance derrière les barreaux? C'est une question qui se pose. C'est certainement une très bonne question, mais tu sais, tous ces reports-là, on a ces discussions interminables, il manque de ressources dans la justice, puis
il y a nulle part, si on chiale contre la santé et l'éducation, il y a nulle part dans la société où on gaspille les ressources comme dans la justice, là. Des gens réunis, les juges, pour faire juste des remises, jamais traiter les dossiers. La justice, là, c'est d'une inefficacité, là, c'est incroyable. C'est tout fondé sur l'inefficacité. Tu sais, il devrait, je te dis, là, je sais qu'on va toujours me plaider, mais les gens ont droit à une défense pleine et entière. Il devrait y avoir plein de pénalités quand tu fais reporter un procès. Tu devrais assumer toutes les dépenses. Pas dire que le monde, il se grouillerait les fesses. Puis à un moment donné, quand on dit on procède un lundi matin, tout le monde arriverait préparé, puis le traducteur. Mais il n'y a rien qui m'a. C'est juste de ça. Moi, mettons, je couvre à la TV. Là, on me dit, aujourd'hui, on va avoir telle. Prépare-toi dans ton émission à 10h30, on va avoir telle avancée dans un procès. Je me prépare même pas, c'est toujours une remise. C'est toujours une remise. Toujours. Ah, c'est terminé. C'est terminé. Ah, c'est arrivé, l'avocat m'a dit une remise, l'autre avocat m'a dit une remise, le juge n'était pas prêt, l'autre avait des boutons, c'est une remise. Mais là, quand il y a une remise, là, tout le monde est là, tout le monde pas. Tu sais, une remise, ça se prend en 1 seconde, c'est 10-15 minutes, là. Puis tu t'es déplacé, tu te rends en ouais, personne. Tout le monde s'est rendu, tout le monde est assis sur ses mains, puis se regarde, puis finalement, il y a une remise. Après ça, on dit, on manque de ressources dans le système judiciaire. Et utilisez intelligemment celles que vous avez. Le Monde. C'est la panique en ce moment en France, Mario, par une invasion d'insectes, on peut dire ça comme ça, de créatures nuisibles. Les punaises de lit qui se sont invitées partout dans l'actualité. Ah là. oui? En ce moment, le gouvernement français qui est interpellé de partout, les chaînes là et les quotidiens, Libération, Parisien, partout en France, on ne parle que de ça, les fameuses punaises de lit. Pourquoi c'est arrivé raide comme ça? J'ai vu passer ça, mais qu'est-ce qui s'est passé Parce que nous, on a ça à Montréal, ça traîne toujours, là. Les punaises de lit, ça existe, il y en a moins, il y en a plus. Mais là, semble-t-il que c'est vraiment un retour là, qui se fait en ce moment, là, tempête parfaite, avec les gens qui veulent faire une meilleure économie circulaire, des vêtements de seconde main, des gens qui ont un mode de vie plus sédentaire, etc. On a vraiment en ce moment une croissance exponentielle de ces petites créatures-là. Et en juillet, les autorités sanitaires françaises ont dévoilé que c'est plus d'un foyer sur 10 en ce moment au pays, en France. Je serais pas surpris cette année s'il se fait monter. Puis on va voir. Je pense qu'il y a personne qui pense que... Quelqu'un qui mettrait beaucoup d'argent sur Logan qui n'aura pas un match en Ligue nationale cette année. T'sais? Qui veut gager là-dessus? Moi, je ne gagerais pas là-dessus parce que les blessures, ça l'arrive. Puis le kid, il a monté, il est capable de jouer. Fait que, tu sais, comme je te dis, ça prend plus que 20 joueurs pour avoir du succès dans la Ligue nationale. Ça prend de la profondeur, ça prend des gars qui soient capables de monter, s'asseoir d'une chaise jusqu'à temps qu'on revienne en santé. On va prendre peut-être des questions supplémentaires. Stu, Harry, Marty, I know you speak a lot about pays quand les hôtels sont infestés. Là. Ben, semble-t-il là, qu'en ce moment, les sociétés d'intervention contre les nuisibles, là, en bon terme, les exterminateurs, sont débordés en France. On les appelle partout pour tout et rien, pour qu'ils viennent vérifier ce qui se passe. Mais c'est certain, Mario, que semble-t-il que c'est beaucoup d'établissements comme ça, hôteliers. Tu m'as intéressé beaucoup. Comment s'appellent en France les exterminateurs? Société d'intervention contre les nuisibles. J'adore. C'est comme ça que, oui, moi aussi. C'est l'agence France-Presse qui rapporte tout ça. C'est ce que je retiens de la nouvelle. Ben voilà, de la France. Donc, petite peur panique, surtout parce que, on est à 1 an des Jeux olympiques en France. Toi? Moi, je travaille dans une société d'intervention contre les nuisibles. C'est si beau, le français. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.